Alors, la règle de décision. Et ici, nous arrivons à l'endroit le plus crucial. La règle de décision intuitive, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, si jamais j'observe une petite différence de rendement, sans doute que mes variétés ne sont pas différentes. C'est-à-dire sans doute mu1 est égal à mu2. Bien. Si par contre, j'observe une grande différence de rendement, alors je me dis, ah ben ça, dans ce cas-là, alors mes deux variétés ont certainement des potentiels différents. Bon. Donc ça, cette intuition, c'est celle-là qu'on va formaliser. Cette intuition, elle est bonne. Si j'observe une petite différence, j'ai tendance à décider, bon bah, mes deux variétés ont le même potentiel. Si j'observe par contre une grande différence, alors je vais décider, bah, mes variétés n'ont pas le même potentiel. Le problème, c'est de savoir où mettre la limite. Et où mettre la limite? Eh bien justement, la démarche des tests classiques nous propose une limite. Alors, d'une manière générale, je réécris ici la loi de notre statistique de test. Ici, c'est une loi normale N01, ce que j'écris ici. Donc, dans le cas où l'hypothèse H0 est vraie, c'est-à-dire mu1 est égal mu2, je dessine la loi de la statistique de test. La voilà, c'est une loi normale sans taille réduite. Ce que je sais, c'est que si la statistique de test est petite, je vais accepter l'hypothèse H0. Si par contre la statistique de test est grande, soit parce qu'elle est grande en valeur absolue, soit parce qu'elle est donc très grande ou très petite, alors je vais rejeter H0. Ici parce que, eh bien, la variété 1 a un plus grand potentiel, ici c'est la variété 2 qui a un plus grand potentiel. Alors, je mets donc une limite. Alors, ce que me suggère la démarche classique, c'est la chose suivante. Je vais mettre ici une petite probabilité. Alors, traditionnellement, on met alpha comme probabilité, c'est la notation, et on prend alpha égale 5%. Alors, que veut dire cet alpha ici? Vous voyez, je ne me fixe pas la limite. Je commence par me fixer une probabilité, alpha, et puis une fois que j'ai alpha, alors je vais calculer la limite. Alors maintenant, que représente cet alpha? Cet alpha, c'est une probabilité. Bien. Probabilité de quoi? Eh bien, c'est la probabilité de rejeter H0. C'est-à-dire, quand je suis cette probabilité-là, plus celle-là, donc j'ai alpha sur 2 ici. Donc alpha, c'est la probabilité de rejeter H0. Bien. Rejeter H0, c'est-à-dire considérer que j'ai une différence de variété. Bien. Mais c'est la probabilité de rejeter H0 alors que H0 est vrai. Parce que ce dessin, je l'ai fait dans le cadre de H0 vrai. Ah, voilà la petite difficulté. Vous voyez, je commence par mettre la distribution de D sous H0. Que se passe-t-il si mes variétés ont le même potentiel? Eh bien, que se passe-t-il du point de vue de la distribution de la statistique de test? Je m'attends à avoir une statistique de test ici. Je n'ai pratiquement aucun point de probabilité complètement nulle. Enfin, un point a toujours une probabilité nulle, mais je n'ai aucune zone de probabilité complètement nulle. J'ai des zones de probabilité faibles. Quand je m'éloigne de l'espérance, assez loin, j'ai des zones de probabilité très faibles. Alors l'idée de la statistique de test classique, c'est de dire, je vais maîtriser cette probabilité, qui est une probabilité de se tromper. D'accord? Je décide qu'il y a une différence alors qu'il n'y en a pas. Eh bien ça, je vais le maîtriser, et ça, je vais le fixer, et traditionnellement, on le fixe à 5%. Alors, ce 5%, il faut le prendre comme un standard. C'est un standard de publication, c'est celui qu'on utilise tout le temps, sauf cas très particulier. Alors pourquoi on prend ce standard? J'ai déjà développé cette argumentation au moment de l'intervalle de confiance. Vous pourriez dire, mais pourquoi vous ne prenez pas un pour 1000? Vous travailleriez mieux. Mais si je prends un pour 1000, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais écarter considérablement mes limites là. Et si j'écarte mes limites, ben, je vais accepter tout le temps H0. D'accord? Donc, ce 5%, en fait, il faut le voir comme un bon compromis. On en saura mieux tout à l'heure à ce propos. C'est un bon compromis qui nous permet d'avoir ce risque assez faible, 5%, je le maîtrise, sans pour autant systématiquement accepter H0. Parce que c'est sûr, si j'accepte systématiquement H0, eh bien ma probabilité de rejeter H0, elle devient nulle. Ah. Alors on va développer ça
de façon beaucoup plus détaillée tout à l'heure. Ce que vous retenez ici, c'est la chose suivante. Premièrement, on a bien l'intuition que si notre écart de moyenne est petit, on accepte H0, autrement dit, on considère que nos variétés ont le même potentiel. Si par contre, j'observe une forte différence, alors je vais considérer que mes variétés n'ont pas le même potentiel. Ça, c'est l'intuition, elle est bonne, c'est celle-là qu'on formalise. Les statistiques classiques arrivent et nous disent, ben voilà, ce qu'on vous propose, c'est de calculer, c'est d'utiliser un test statistique, et la démarche suivante, on va maîtriser la probabilité de rejeter H0 alors qu'H0 est vrai. Donc on va maîtriser la probabilité de considérer qu'il y a une différence de moyenne alors qu'il n'y en a pas. Ça, on va le maîtriser, on le fixe à alpha, et quand vous avez alpha, alors automatiquement vous avez les bornes. Alors ici, ce sont les quantiles d'ordre 1 moins alpha sur 2, et là le quantile d'ordre alpha sur 2. U indice alpha sur 2, c'est le quantile, hein, c'est-à-dire la valeur telle que la probabilité d'être inférieure, c'est alpha sur 2. Ici, U 1 moins alpha sur 2, c'est le quantile associé à la probabilité 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire 1 moins alpha sur 2 fait toute cette proba. Donc j'ai alpha sur 2 et 1 moins alpha ici. Bien. Alors, la règle de décision, proprement dite, eh bien c'est ce qui est écrit en bas. Si D sur sigma D est compris entre U alpha sur 2 et U 1 moins alpha sur 2, alors j'accepte H0. Et puis si au contraire, la valeur absolue est plus grande que U1 moins alpha sur 2, là c'est symétrique, donc c'est très facile, alors je rejette H0. Ça c'est la règle. Bon. Qu'est-ce que l'on va conclure de ça? Eh bien, on calcule notre indicateur, on voit où il tombe, et on décide d'accepter H0 ou de rejeter H0. Vous remarquez que je conclus par accepter H0, et non pas, je ne conclus pas par H0 est vrai. Malheureusement, je ne saurai jamais si H0 est vrai. Je l'accepte. Je fais comme si. Je fais comme si. C'est ça la décision dans l'incertain. Il y aura toujours une part d'incertitude. Donc, en toute rigueur, je n'ai pas le droit de dire ma démarche prouve que H0 est vrai ou prouve que H0 est fausse. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Je suis conduit à accepter H0 ou à rejeter H0. Maintenant, une fois que ceci étant acquis, je prends une décision, et la décision, ça fait effectivement de dire, bon, bah, si mes variétés sont les mêmes, je choisis la moins chère, ou si au contraire, il y en a une qui a le plus fort rendement, c'est celle-là que je choisis. Donc, distinguez bien la réalité et puis la décision. Encore une fois, on a un problème de décision dans l'incertain. Alors, exemple numérique. Donc, je vous rappelle les données numériques. On avait cultivé 2 fois 8 parcelles, donc N1 égale N2 égale 8. Bien. La première moyenne, c'était 80 quintaux, la deuxième moyenne, 81. Alors, je me place dans une situation facile. Sigma 1 égale sigma 2 égale 1 quintal. Je vous ai dit que c'est une valeur qui est tout à fait raisonnable parce qu'elle est observée par les expérimentateurs. Une fois que j'ai ceci, je calcule sigma d. Alors, sigma d, eh bien, je fais la somme ici. Alors, sigma 1 carré, ça vaut 1. Sigma 2 carré, ça vaut 1. Donc, j'ai un huitième plus un huitième, ça me fait un quart. Donc, sigma d, ça me fait en fait un demi. Alors, mon indicateur normalisé, il consiste à diviser ma différence par l'écart type. Alors, ma différence, elle fait 1,5. Quand je divise 1,5 par 1,5, ça me donne 3. 3 quoi? 3 rien du tout, c'est un nombre sans unité. Hein, c'est un nombre sans unité parce que j'ai des quintaux au numérateur et j'ai des quintaux au dénominateur. Bien. Alors, 3 maintenant, eh bien, je vais situer 3 dans ma règle de décision. Alors, que dit ma règle de décision? Elle me dit, si je prends 5%, alors mes limites, là, c'est plus ou moins 1,96. C'est-à-dire que si, en valeur absolue, D est plus petit que 1,96, j'accepte H0. Si c'est plus grand, je rejette. Alors ici, vous voyez bien ce qui se passe. Hein, j'observe 3. 3 est très au-delà de 1,96. Alors on va rejeter H0. On dit que la différence D est significative. Alors, c'est la première fois que j'utilise, je crois, ce mot. La différence D est significative. Alors, le mot significatif en statistique n'a pas tout à fait le même sens que dans le langage courant. Dans le langage courant, significatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire grand. J'ai gagné une somme d'argent significative. J'ai gagné un paquet de pognon. Bon. Là, ici, significatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut difficilement être attribué au hasard. Voilà ce qu'on va
Prenez-le comme ça pour l'instant. Une différence significative, c'est une différence qui est difficilement attribuable au hasard. Alors, je m'explique. Si le hasard seul intervenait, qu'est-ce que ça voudrait dire si le hasard seul intervenait? Ça veut dire mes variétés ont le même potentiel, bien, mais la variabilité biologique fait que je n'observe pas exactement le même rendement moyen. Eh bien, si le hasard seul intervenait, j'obtiendrais un indicateur statistique, une statistique de test, qui serait autour de 0, on va dire entre -2 et +2. Or, j'observe quelque chose qui est très peu probable compte tenu de cette distribution. Et voilà pourquoi je dis c'est difficilement imputable au hasard. Ce n'est pas rigoureusement impossible. C'est pas rigoureusement impossible. Mais c'est quand même peu vraisemblable. C'est-à-dire que l'apparition d'un tel événement est attachée à une faible probabilité. Il y a assez peu de chances de se produire. Hein. L'événement qui est observer un indicateur statistique de 3, hein, alors que j'ai une distribution, alors que j'ai exactement le même potentiel pour chacune des variétés. Alors, significatif, je vous mets aussi l'autre terme qui va avec, c'est significativement différente de 0. Hein. La différence est significativement différente de 0. Donc, dans ce cas-là, on rejette l'hypothèse. Bien. Alors, ici arrive un petit calcul. Admettons que j'ai exactement les mêmes moyennes, les mêmes variances, mais cette fois, je n'ai cultivé que 2 parcelles de chaque côté. Donc, je reprends ici le même calcul. Simplement, je prends N1 égale N2 égale 2. Alors, j'ai toujours sigma 1 égale sigma 2 égale 1 quintal. Donc ici, quand je fais sigma d, j'ai 1 divisé par 2, d'accord, plus 1 divisé par 2, 1 demi plus 1 demi, ça me fait 1. Donc quand je divise d par sigma d, je divise 1,5 par 1, donc j'obtiens 1,5. Quand je regarde mon test ici, eh bien, la différence d, maintenant, est non significative. Alors ça, je crois qu'il faut que vous regardiez bien ce petit exemple. Il est numériquement très simple, il est très facile, donc il n'y a pas de problème de compréhension des chiffres, mais il faut voir ce que ça signifie. Ça signifie que le même écart de moyenne, à savoir 1,5 quintal, ce même écart de moyenne, il peut être significatif si j'ai fait beaucoup d'expériences, ou ne pas l'être si j'en ai fait peu. C'est bien ça. Donc, on ne pourra jamais prendre sérieusement de décision sur la seule vue d'une différence de moyenne. On ne peut pas. D'accord? On ne peut pas. Ça dépend vraiment de la taille de l'échantillon. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais moi, j'ai pris beaucoup d'échantillons. Je dis, il faut faire le calcul. Voilà. Là, la statistique, elle a un apport indiscutable. Quelquefois, c'est discutable. Là, ça ne l'est pas. 1,5, vous me dites, est-ce que c'est significatif? J'en sais rien. Ça dépend de quoi, finalement? Eh bien, ça dépend de sigma. Est-ce que vous avez un rendement très variable ou pas? Première question. Deuxième question, ça dépend de N1, N2. Est-ce que vous avez une grande valeur de N1, N2 ou une petite valeur de N1, N2? Ici, je prends N1, N2 égaux, hein, parce que c'est plus simple, mais tous ces calculs fonctionnent, bien sûr, si N1 est différent de N2. Bon, cela dit, ça marche mieux quand N1 est égal à N2. Voilà, alors ça doit normalement vous frapper. À savoir qu'on ne peut pas se contenter de l'observation d'un écart de moyenne. Il faut réellement faire un calcul. Et ce calcul, il doit prendre en compte la variabilité des données. Est-ce que quand je cultive la même variété sur différentes parcelles, j'obtiens toujours le même résultat ou pas? Premièrement. Deuxièmement, ça prend en compte la taille des échantillons.